Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 51 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Anna Tible. Bonjour Anna. Bonjour. Alors Anna, vous êtes déjà intervenue dans l'épisode numéro 22 pour nous présenter une série italienne 1992 qui était sur l'époque de l'arrivée au pouvoir de Silvio Berlusconi. Alors d'abord je vais vous représenter puis on va repartir pour l'Italie. C'est vrai que ça fait partie des petits manques du podcast où on n'a pas trop de séries pour l'instant, en tout cas sur on va dire le domaine méditerranéen occidental, l'Italie, l'Espagne. On va combler ça dans les mois qui viennent et je suis ravi Anna que vous puissiez nous présenter cette nouvelle série. Alors, je vous représente. Donc, vous êtes en contrat doctoral à l'école doctorale Erasme. Vous êtes à terre donc en sciences de l'information et de la communication au LAPSIC à l'université Paris 13. Donc, vous faites toujours une thèse sous la direction de Claire Blandin sur l'histoire de la profession de la documentaliste audiovisuelle où vous faites notamment, vous travaillez sur des entretiens et des archives audiovisuelles et syndicales de l'INA. Alors, vous êtes aussi, vous avez eu le CAPES d'histoire-géographie, vous êtes passionné donc d'histoire et des médias et c'est très très bien pour nous, et aussi de l'histoire de l'Italie, encore mieux. Donc, Anna, est-ce que vous pourriez nous dire, nous présenter la série que vous allez évoquer aujourd'hui avec nous dans l'épisode 51? Oui, alors la série dont je vais parler aujourd'hui, c'est une série qui s'appelle L'Amie prodigieuse. C'est une série qui est une vraie super production multinationale. Elle a été coproduite notamment par les Américains de HBO et les Italiens de la Rai. Et en fait, c'est une super production parce que c'est une adaptation d'un best-seller de la littérature italienne que beaucoup de gens donc ont lu, un best-seller qui était en 4 tomes et qui avait été réalisé par une auteure anonyme mais qui se fait appeler Elena Ferrante. Et donc qui a vendu plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est vraiment un best-seller qui a été adapté dans l'audiovisuel à travers un budget très important. Donc pour information, la série elle a été vendue dans 56 pays pour l'instant, donc c'est quand même vraiment, c'est prévu pour une très très large diffusion. Et elle a été diffusée pour la première fois le 18 novembre 2018 aux États-Unis sur HBO justement. Alors en France, elle a été diffusée sur Canal+, donc ces 2 dernières années. Et cet été, France 2 a aussi diffusé la première saison, parce qu'il y a 2 saisons là qui sont sorties pour l'instant. Et donc France 2 a aussi diffusé la première saison. Donc vraiment, on est sur une série qui vise un très large public en access prime time et sur des chaînes qui sont vues par le très grand nombre. Donc la série, c'est une série à gros budget. Il y a un très grand nombre de techniciens qui ont travaillé dessus. On en compte environ 150. Et c'est une série qui a été écrite par un scénariste qui est réputé en Italie, qui s'appelle Francesco Piccolo, qui avait notamment écrit le film Habemus Papam, réalisé par Nanni Moretti. C'est aussi une série qui a en partie été produite par une grande productrice italienne qui s'appelle Laura Paolucci, qui avait produit la série Gomorrah. Donc, encore une fois, on est vraiment sur de la grosse production et sur des personnalités célèbres de l'audiovisuel italien. La série, pour l'instant, elle comprend 2 saisons. Il y a 2 saisons qui ont été réalisées. Chacune repose sur 8 épisodes de 52 minutes. Et pour montrer à quel point la série était attendue, les 2 premiers épisodes avaient été dévoilés en avant-première à la Mostra de Venise avant qu'il soit diffusé à la télévision. Donc vraiment, c'est une série qui était très attendue dans le milieu culturel italien et puis même d'ailleurs au niveau international. Alors, on imagine qu'il y aura probablement 4 saisons dans la mesure où le roman dont est adaptée la série, c'est une tétralogie en 4 tomes. Donc là, les 2 premières saisons, elles suivent les 2 premiers tomes du roman. Ça suit vraiment le scénario des 2 premiers tomes du roman.
Et donc, on imagine qu'il y aura 2 autres saisons qui suivront. Et je précise juste pour montrer à quel point c'est une série vraiment qui était vraiment attendue et qui a gagné une réputation assez rapidement. Je précise que dans la 2e saison, le réalisateur qui a réalisé la plupart des épisodes, qui s'appelle Saverio Constanzo, a laissé sa place à une autre réalisatrice pour 2 épisodes qui est très réputée en Italie, qui s'appelle Alice Rohrwacher, qui avait notamment été à Cannes pour son film Les Merveilles. Donc voilà, donc vraiment c'est une série qui était très attendue et c'est une série qui a d'ailleurs connu un succès très important pour l'instant. En Italie, on comptabilisait 7 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode de la 2e saison. Et en France, on considère qu'il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui l'ont regardé sur France 2 cet été. Donc vraiment, c'est une série qui a été quand même pas mal regardée et qui a été bien reçue par le public et par les critiques au niveau international. Alors peut-être parce que justement, elle est très fidèle aux romans dont elle s'inspire, les romans d'Elena Ferrante. Et du coup, c'est vrai qu'elle va pas trop bouleverser en fait les gens qui avaient déjà lu le roman. Alors moi, pourquoi j'ai choisi de parler de cette série ? Bien sûr parce qu'elle se passe en Italie et que je suis vraiment, je suis très attachée encore une fois à la culture italienne. Et puis, ce qui me paraissait intéressant en tant qu'historienne, c'était que c'est vraiment une série qui retrace le contexte socio-historique de l'Italie de l'après-guerre à nos jours. J'étais aussi très curieuse parce que c'est une série dont les 2 personnages principaux sont des femmes, ce qui est assez rare dans l'audiovisuel et dans le monde des séries pour être noté. Donc vraiment ça m'intéressait de voir comment on va suivre 2 femmes en tant que personnages principaux tout au long d'un scénario. Et puis de mon côté, j'avais déjà lu les 4 tomes du roman d'Elena Ferrante qui sont vraiment très agréables à lire. Et j'avoue que j'étais assez curieuse de voir quelle adaptation on pouvait en faire au niveau audiovisuel. D'autant plus que même si j'avais beaucoup aimé cette lecture, je dois avouer que je m'étais parfois un peu lassée des intrigues personnelles entre les 2 amies qui sont quand même parfois redondantes. Donc j'avais envie de savoir ce qu'allait modifier, ce qu'allait pouvoir apporter le format audiovisuel par rapport à ça. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant avec la série, avec l'adaptation en série du roman d'Elena Ferrante, c'est que vraiment l'audiovisuel va donner une ampleur nouvelle à la description du contexte social de l'Italie des années 50-60, pour les 2 premières saisons en tout cas. Et la mise en image, en fait, va rendre beaucoup plus vivante et beaucoup plus palpable les inégalités sociales qui étaient déjà dénoncées dans le roman, mais de manière beaucoup moins explicite. Et la mise en image, là, vraiment, ça apporte quelque chose de plus fort, en fait, de plus bouleversant, je trouve, à la dénonciation des inégalités sociales et des inégalités hommes-femmes que raconte le scénario. Alors, je peux parler de l'intrigue principale de la série, qui s'inspire en fait de l'intrigue principale du roman. La série, elle reprend vraiment le fil conducteur du roman. Il n'y a pas beaucoup d'apports en termes scénaristiques par rapport au roman dans l'histoire qu'elle raconte. C'est en plus un roman qui était déjà construit de manière sérielle, donc finalement l'adaptation, elle va suivre ce fil conducteur qui était déjà construit d'une certaine manière d'épisode en épisode. Et donc, l'histoire principale de la série, c'est une histoire fictionnelle d'une amitié entre 2 petites filles napolitaines qui sont nées dans un quartier défavorisé, très défavorisé même de Naples, grande ville de l'Italie du Sud. Ces 2 petites filles, elles s'appellent Elena et Lila, et on va suivre leur relation de leur petite enfance à l'adolescence et au début de l'âge adulte pour ce qui concerne les 2 premières saisons de la série. On peut imaginer que la saison 3, elle va suivre le récit du 3e tome d'Elena Ferrante, puisque dans le troisième tome, justement, là, on voit les évolutions de la relation amicale entre les 2 personnages principaux à l'âge adulte. Donc, on peut imaginer que s'il y a une saison 3 et une saison 4, le scénario suivra cette relation à l'âge adulte. Alors, le récit d'amitié entre Elena et Lila, ça va vraiment, c'est le fondement du roman et
et du scénario de la série. Et ça permet le développement de nombreuses intrigues secondaires tout autour de cette relation qui sont basées sur les relations entre les habitants du quartier napolitain où grandissent les héroïnes. Et bien sûr, il va y avoir tout un tas d'intrigues amicales et amoureuses qui vont se greffer, d'intrigues familiales aussi, qui vont se greffer donc au récit de l'amitié entre les deux personnages principaux. Donc finalement, on a quand même une intrigue qui est assez romanesque, avec l'omniprésence d'un troisième personnage important qui est le personnage masculin de Nino Sarratore, qui vraiment fascine tour à tour les deux héroïnes et qui va permettre un peu de donner un fil romanesque à l'intrigue. On va vraiment, la série va vraiment se centrer sur la relation entre les deux héroïnes et ce personnage masculin. Alors, je préviens dès maintenant que dans mon analyse de la série, il y aura probablement des spoilers. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, faites attention à ce que je raconte. Mais la série étant très riche en intrigues, de la même manière que le roman d'ailleurs, je serais bien loin d'avoir le temps de tout dévoiler. Donc voilà. Alors, ce qui me paraît intéressant avant de rentrer dans l'analyse plus précise de la série, c'est que vraiment, d'un point de vue historique, la série apparaît très précieuse pour apporter une nouvelle dimension visuelle et sonore au contexte historique et social dans lequel se déroule l'intrigue, celui de l'Italie du Sud des années 50-60. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est dans une période, les années 50-60, qui sont les années de ce qu'on peut appeler le miracle économique italien. Et ça va être assez intéressant de voir comment ce miracle économique peut être vécu par les Italiens du Sud dans un quartier très défavorisé de Naples. Donc on va voir que finalement, il met pas mal de temps à arriver et c'est assez intéressant de voir le basculement de la période pré-miracle économique à la période justement où les habitants vont finalement, en quelque sorte, en profiter. Par ailleurs, donc, ce qui va être intéressant, c'est que justement ce contexte, il est bien démontré dans la série à travers les personnages de la série qui sont vraiment des figures classiques de l'Italie du Mezzogiorno de l'après-guerre. Donc, hormis les deux héroïnes principales, Elena et Lila, il y a dans la série, comme dans le roman d'ailleurs, une galerie très très importante de personnages qui sont très nombreux, donc je ne vais pas tous les nommer. On est vraiment dans l'idée d'une saga traditionnelle avec beaucoup d'intrigues interpersonnelles qui s'entremêlent les unes aux autres. Et d'ailleurs, ça va être, c'est parfois un peu compliqué de tout suivre. On va se perdre dans les intrigues entre les différentes familles du quartier napolitain parce qu'elles ne cessent de se mêler les unes aux autres. Donc, il faut bien suivre le fil conducteur au départ dans les premiers épisodes pour comprendre le destin de chacune et chacun des personnages et ne pas s'y perdre. Mais je vais vous donner quand même globalement les principaux personnages de la série, un aperçu de ces principaux personnages. Alors, les deux familles principales qu'on voit évoluer dans la série, c'est bien sûr les deux familles des héroïnes, Lila et Elena. Donc, ces deux familles, elles habitent dans un quartier de la banlieue de Naples, un quartier défavorisé qui n'est jamais nommé, mais j'en parlerai tout à l'heure. Les historiens pensent voir à quel quartier il fait référence. Donc, en tout cas, on a deux familles qui vivent dans ce quartier très défavorisé. On a la famille de Lila, qui est la famille Cerullo, qui est la famille qui est organisée autour d'un père, Fernando, qui est cordonnier, donc artisan, et donc une famille de cordonniers de père en fils, qui est une famille très populaire, et on le verra notamment à travers le personnage de Lila. Vraiment, c'est une famille qui vit avec très peu d'argent. On a ensuite la famille Greco, qui est la famille d'Elena, donc le deuxième personnage principal. Donc, Elena, on la surnomme aussi Lénou, donc des fois je dirais Lénou d'ailleurs quand je parle des personnages, ça peut arriver. C'est aussi une famille extrêmement populaire, toujours une famille du quartier de Naples, du même quartier. La différence entre la famille d'Elena, la famille Greco et la famille de Lila, c'est que la famille d'Elena, en fait, a une certaine ouverture sur l'extérieur, puisque le père d'Elena, il travaille à la mairie de Naples. Et donc, il sort du quartier et il semble plus attaché à la nécessité de réussir à l'école et par l'école. Donc, notamment, il y a un rapport au livre et à l'éducation qui est un peu différent dans la famille d'Elena, même si au niveau financier, on n'est pas forcément plus aisé.
il y a un rapport à l'école qui est vraiment différent. Ça va énormément jouer dans le destin d'Elena par rapport à celui de Lila. Alors, je vais assez rapidement sur les autres familles, mais je voulais quand même rappeler qu'il y a une famille qui s'appelle la famille Carracci, qui est importante parce que le père, Don Achille, c'est l'épicier du quartier en fait, et on se rend compte que finalement son pouvoir économique à travers le fait qu'il soit détenteur donc de l'épicerie, enfin qu'il soit propriétaire de l'épicerie du quartier, ça lui donne aussi un rôle social très important dans ce quartier, et finalement on a l'impression qu'il effraie un peu tout le monde, que tout le monde dépend un peu de lui. Et notamment dans les premiers épisodes, les deux héroïnes enfants, elles sont complètement effrayées par cette personne. Mais ce que je trouvais important, c'était de montrer à quel point ce personnage, il montre bien la hiérarchie sociale qui existe même au sein du quartier. C'est pas seulement entre le quartier et d'autres quartiers, c'est aussi à l'intérieur même du quartier. Et donc le fils de Don Achille, Stefano, il va reprendre l'épicerie de son père et il va avoir un rôle très important dans sa relation notamment avec Lila, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une autre famille qui est la famille Peluzzo qui est intéressante dans le sens où le père il est artisan menuisier, mais surtout son fils Pasquale qui va devenir maçon, donc lui aussi artisan. Ce fils-là, Pasquale, il est intéressant parce qu'il est très engagé, enfin il va s'engager politiquement très jeune. Alors les partis dans lesquels il s'engage ne sont pas clairement cités, mais on imagine, d'après ce qu'on voit de son personnage, qui s'engage notamment au Parti communiste italien, au PCI, et ensuite probablement à l'extrême gauche. Donc il représente assez bien cet engagement politique à gauche de la jeunesse des années 1950-1960 en Italie, et j'y reviendrai. Alors la dernière famille, non pardon, il y a deux familles encore dont je veux parler. Il y a une autre famille qui est assez importante, qui est la famille Sarratore, et donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure parce que le fils Nino, l'aîné de cette famille, en fait, il va être au cœur des intrigues amoureuses de la série, puisque les deux héroïnes, Elena et Lila, vont tour à tour être fascinées par ce jeune homme. C'est aussi un personnage intéressant, on y reviendra, parce qu'il va aussi s'engager politiquement, et du coup, ça donne une certaine vision aussi de la jeunesse, encore une fois, de l'Italie des années 50-60. Et puis, c'est une famille qui est intéressante par rapport aux autres familles du quartier, dans la mesure où ils vont s'exiler en fait du quartier pour des raisons diverses. Et du coup, ils ont un peu un côté extérieur au reste du quartier qui va apporter aussi un regard un regard différent finalement sur la vie sociale qu'on peut avoir à l'extérieur donc de ce quartier. La dernière famille dont je voulais parler, c'est la famille Solara. La famille Solara, c'est ceux qui auraient réussi financièrement, et en fait ils sont surtout soupçonnés de fricoter avec la mafia, la Camorra, et ils font, enfin on les voit bien faire pression très régulièrement sur les différents commerces du quartier. Donc vraiment à travers cette famille, le scénario montre bien la place forte de la mafia dans la vie napolitaine des années 50-60 et la pression de ce type de personnage sur les quartiers. Alors Anna, avant de rentrer dans les détails un peu plus, on va dire, à la fois de l'intrigue et puis des thématiques socio-historiques qui sont développées dans la série, j'avais une question par rapport à justement l'auteur qui est très controversée, puisqu'elle est, vous l'avez dit, anonyme, qui se fait appeler Elena Ferrante. Comment est-ce qu'elle est intervenue dans la réalisation de cette série? Est-ce qu'il y a eu des interventions de sa part? Est-ce qu'il y a eu un travail coordonné là-dessus? Et c'est vrai que je renvoie aussi les auditeurs à nos collègues du podcast Adapte-moi si tu peux, qui produisent régulièrement des émissions sur l'adaptation de romans en film ou en série. Et je sais qu'elles viennent de faire il n'y a pas longtemps une émission sur L'Amie prodigieuse. Alors peut-être pour les auditeurs d'Histoire en série, Anna, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle d'Elena Ferrante dans la série? Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Donc Elena Ferrante, en fait, elle a vraiment suivi tout le projet. Elle était toujours là pour donner son avis sur le scénario. Et en fait, elle a participé à l'écriture du scénario avec donc le scénariste dont je parlais tout à l'heure, Francesco Piccolo. En revanche, ils ne se sont jamais rencontrés dans la mesure où, je le rappelle et vous l'avez dit, l'écrivaine tient à garder son anonymat, et d'ailleurs son nom est un nom d'emprunt, ce qui renforce, je pense, le côté très romanesque du succès de ses livres. Donc en fait, ils ne se sont jamais rencontrés, mais en revanche, elle avait vraiment un regard sur le scénario, et d'ailleurs c'est elle qui a demandé à la production de ne pas choisir
des actrices professionnelles pour les 2 rôles principaux des deux saisons de la série. Et de fait, les 4 actrices qui jouent Lénou et Lila, d'abord enfants puis adolescentes, sont des actrices qui ne sont pas des actrices professionnelles, c'est des actrices dont ce sont les premiers rôles en fait. Et ça, c'est vraiment elle qui en a décidé. Oui, effectivement, hein, on voit bien qu'il là-dessus, par rapport parfois à certaines adaptations, il y a quand même une vraie, on va pas dire mainmise, mais en tout cas un travail de concert entre l'écrivaine et puis les producteurs. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie du fait que la série fonctionne bien, puisque vous l'avez évoqué au long de votre présentation, il y a un vrai respect de ce qui est écrit dans les romans, et avec aussi, vous l'avez dit très bien, une belle mise en perspective, en tout cas de l'écriture à travers le format audiovisuel, et ça, c'est quelque chose qui apporte ici un vrai plus. Alors j'aimerais, comme on est en histoire en série maintenant, Anna, qu'on rentre véritablement dans les thématiques socio-historiques, avec cette idée aussi, vous l'avez dit, l'intrigue se passe à Naples, on est en plein dans ce fameux mezzogiorno italien qui paraît à la traîne par rapport au nord économique qui est en pleine réussite et en plein boom à cette époque-là de reconstruction après la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur une Italie qui, quand même, malgré, vous l'avez dit, le miracle économique, reste encore à 2 vitesses? Oui, alors c'est vraiment ce qui va être intéressant. C'était déjà intéressant dans le roman, mais je trouve que c'est encore mieux mis en perspective à travers le format audiovisuel. Ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est tous les efforts qui ont été faits pour reconstituer un quartier napolitain qui reflète bien justement toutes les difficultés de l'Italie du Sud à suivre le miracle, à profiter du miracle économique qui profite au départ essentiellement à l'Italie du Nord. Alors je précise qu'il y a des moyens énormes qui ont été mis dans la reconstitution du quartier de la banlieue de Naples où se déroule l'intrigue. Donc, il y a un plateau de 20 000 mètres carrés qui a été créé, donc c'est absolument énorme, pour donner vie à ce quartier de Naples des années 50. Et donc, on a notamment, les décorateurs ont notamment amené à la construction de façades de tous les bâtiments. On reproduit les devantures des commerces, d'une église, etc. Donc, vraiment, il y a un soin très important qui a été apporté à la reconstitution d'un quartier napolitain défavorisé tel qu'il pouvait l'être dans les années 50-60. Donc ce quartier, en fait, ce quartier napolitain où se déroule l'intrigue, il est intéressant puisque c'est donc un quartier très défavorisé de la banlieue de Naples. Et il montre bien à quel point Naples, ça va être une ville qui a été détruite par la Seconde Guerre mondiale, par les années de fascisme, et qui peine énormément à se relever dans les premières années donc, de ce qu'on considère encore une fois comme le miracle économique italien. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'amie prodigieuse, c'est que l'histoire, elle se place vraiment du côté de ceux qu'on va appeler, je dirais, entre guillemets, les dominés, c'est-à-dire finalement les catégories sociales les plus défavorisées. Et du coup, on a ce regard sur le miracle économique, mais vu du point de vue de ceux qui finalement en profitent le moins. Alors certes, le scénario se veut clairement émancipateur pour les 2 héroïnes en particulier, mais néanmoins, on perçoit en permanence la souffrance des héroïnes qui semblent vraiment subir leurs conditions sociales, tout au moins leur origine quand elles parviennent à s'en extirper. Donc d'ailleurs dans la série, on voit une violence très très forte des rapports sociaux au sein du quartier napolitain. Donc entre les habitants du quartier, mais aussi au sein des familles et entre les personnages principaux, donc Elena et Lila, et des personnages qu'elle pourrait rencontrer à l'extérieur. Donc je pense notamment à une scène où Lila et Elena, dans la 2e saison de la série, se retrouvent à une soirée chez la professeure de lycée d'Elena dans le centre de Naples. Et là, on a vraiment un contraste social et culturel très fort entre les 2 héroïnes, rien qu'à travers leurs vêtements, leur manière de s'exprimer, etc., et les personnes qu'elles rencontrent. Et en fait, on a vraiment, c'est vraiment très violent de mettre en image ce rapport social entre 2 classes sociales qui finalement ne se côtoient pas la plupart du temps. Donc, c'est vraiment intéressant de le voir mis en scène en termes audiovisuels. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que
Le développement à 2 vitesses, il concerne donc non seulement l'Italie, mais il concerne aussi le quartier. À l'intérieur même du quartier, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une vraie hiérarchie sociale qui découle du rôle économique de chacun. Donc notamment les familles des commerçants, qui sont finalement les familles les plus riches du quartier, vont vraiment avoir du pouvoir sur les familles d'artisans qui sont beaucoup plus pauvres. Et en particulier la famille de Lila, qui est une des héroïnes, qui sont donc des cordonniers de père en fils, petit à petit va devenir complètement dépendante de la famille de Stefano, le futur mari de Lila, qui est à la tête de l'épicerie et qui va permettre à la famille de Lila de vendre les chaussures qu'il crée. Et de la même manière, les Solara, qui sont liés à la mafia et qui sont vraiment détenteurs de l'argent du quartier, ont la main mise sur absolument toutes les familles et c'est eux qui décident de l'ouverture et de la fermeture des différents magasins. Et même entre les deux personnages principaux, donc Lila et Lénou, il y a des inégalités. Et ça, on peut notamment le voir à travers leurs uniformes à l'école. Donc, elles sont toutes les deux issues de familles très défavorisées, mais néanmoins, on voit que Lénou, elle a un uniforme qui est assorti d'un col blanc, tandis que l'uniforme de Lila, qui est quasiment toujours sale, n'a pas ce col blanc. Et rien qu'à travers ça, rien qu'à travers ce type de détail, le format audiovisuel va vraiment insister sur les rapports sociaux et la hiérarchie économique et sociale qui peut exister au sein du quartier et entre le quartier napolitain et les autres quartiers de la ville. Donc vraiment, les inégalités socio-économiques, elles sont dépeintes de manière très précise. Elles sont rarement explicitement dénoncées, mais finalement, la force du propos, c'est vraiment dans tous ces détails que va apporter l'audiovisuel. Alors par ailleurs, pour revenir sur le fait que donc on montre bien un mezzogiorno qui peine à profiter du miracle économique. Donc en termes visuels, c'est une série qui est très belle visuellement. Hein, ça c'est vraiment, il n'y a rien à redire là-dessus. Il y avait vraiment la volonté de la part du réalisateur de réaliser un hommage au cinéma néo-réaliste italien des années 50-60. Et on est vraiment dans une peinture sociale qui se veut la plus proche d'une réalité sociale très dure dans le Naples des années 50-60. On a vraiment la peinture d'une misère sociale dans cette série à travers la démonstration de la vie de familles nombreuses dans des logements très exigus, très dépouillés, souvent sales. Encore une fois, on a la peinture d'une société très violente. Dès le premier épisode, on a un mort, on a des affrontements très violents entre habitants du quartier. Et on peut vraiment penser, quand on voit la série, à des films qui montrent l'Italie du Sud, justement dans le cinéma néo-réaliste italien des années 50. Et on peut même remonter plus loin avec le célèbre voleur de bicyclette de Vittorio De Sica qui datait de 1948, qui certes se déroule à Rome et non à Naples, mais qui dépeignait aussi la vie réelle de ces Italiens du Sud de l'après-guerre qui souffraient particulièrement du chômage, de la misère, et qu'on pouvait ressentir aussi à travers des yeux d'enfants. Donc il y a vraiment un hommage au cinéma néo-réaliste et à cette vision très dure de la vie dans l'Italie du Sud des années 50 qui est perceptible dans la série. Alors bien sûr, dans la série L'Amie prodigieuse, le réalisme, bon, ça reste un artefact, hein, contrairement au cinéma néo-réaliste qui se voulait aussi proche de la réalité dans ses moyens de mise en scène. Là, on a un très gros budget, on a beaucoup d'effets de style. Je pense notamment au générique de la série qui est extrêmement stylisé avec la création d'images en format sépia et saccadé qui constituerait un peu des fausses archives. On a aussi un choix de ton des couleurs de la série qui sont un peu passées, un peu pastel, un peu sépia parfois, qui donne un côté très carte postale au visuel. Mais néanmoins, ce côté carte postale, il est très vite ramené au réel à travers la violence des relations, la violence des conditions sociales qu'il dépeint. En termes d'ailleurs de conditions sociales difficiles, il y a la misère sociale du quartier, elle est aussi visible avec le soin qui a été apporté par les costumiers aux vêtements portés par les personnages, qui laissent peu de place à la fantaisie, qui sont souvent sales. Et donc j'ai retrouvé une interview de la chef costumière de la série qui s'appelle Antonella Canarozzi et qui explique avoir fait d'importantes recherches historiques avant de créer ces costumes. Et qui rappelle que dans les années 50, je la cite, il arrivait que les membres de certaines familles italiennes se relaient pour sortir en hiver, n'ayant qu'une paire de chaussures à disposition pour le foyer. Donc on est vraiment là, dans les années 50, dans
dans une situation avec des Italiens, une partie des Italiens, et notamment au sud de l'Italie, dans les grandes villes du sud de l'Italie, qui ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins du quotidien. Et ça, ce quotidien-là, il est particulièrement bien dépeint à travers la description du quartier où grandissent Lila et Lénou dans la série. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la misère du quartier, elle est montrée aussi à travers la violence des relations interpersonnelles entre voisins. Il y a notamment un meurtre, il y a des affrontements physiques très, très violents, mais aussi à travers la peinture d'une violence au sein même des cellules familiales où les hommes semblent avoir tout le pouvoir. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette violence, elle est vraiment très visible dans la série. Et elle est surtout, on l'entend très bien parce qu'en fait, la série insiste beaucoup sur les nombreux sons du quartier. On a vraiment la mise en image et en son d'un quartier qui grouille de bruit permanent. Et en particulier, les personnages se parlent très rarement doucement. Ils ont plutôt tendance à se hurler dessus. Et de fait, les relations humaines y apparaissent souvent très rudes. Et d'ailleurs, cette rudesse des relations humaines, elle est aussi visible, elle est aussi palpable dans l'amitié entre les deux héroïnes qui n'est pas toujours très tendre. Donc, on a une vision comme ça d'un quartier où finalement les relations interpersonnelles sont vraiment violentes. Et j'insiste encore une fois sur le quartier puisqu'il joue vraiment un rôle à part entière dans la série. Il faut savoir que la première saison, comme le premier tome du roman, se déroule quasiment en huis clos dans ce quartier. Et ce quartier, il apparaît très souvent au cours de cette première saison comme une prison pour les deux héroïnes qui ont beaucoup de mal à en sortir, y compris physiquement. Elles ont du mal à franchir les frontières du quartier. Il y a tout un épisode qui est centré là-dessus. Elles ont beaucoup de mal à passer au-delà des frontières du quartier. Et puis, dans la deuxième saison, on verra que finalement, l'extérieur du quartier apparaît un peu comme un rêve pour les deux héroïnes, ce rêve d'ascension sociale qui serait possible. Donc, si on passe les rails de chemin de fer qui délimitent donc cette banlieue de Naples. Alors, je finis sur le fait que la série dépeint bien les inégalités socio-économiques italiennes des années 50-60, avec justement ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la série, elle insiste bien aussi, et notamment dans la deuxième saison, sur le fait que la vie dans l'Italie du Sud et la vie à Naples, elle est quand même très différente de la vie dans les villes de l'Italie du Nord et les différences entre Italie du Nord et Italie du Sud ne cessent de s'accentuer au cours des années 50. Donc la ville de Naples, finalement, elle est très rarement nommée, mais on sait bien que le scénario s'y situe parce que on a plusieurs vues de paysages sur la mer ou sur le Vésuve qui nous le rappellent régulièrement et ce dès le générique, donc on sait bien où se situe la série. Et la série, elle insiste quand même beaucoup sur le fait que on est dans une Italie, l'Italie du Mezzogiorno, où dans les années 50, les traditions culturelles apparaissent parfois très archaïques et très traditionnelles. Donc vraiment, en quelque sorte, on a des personnages qui apparaissent parfois un peu enfermés dans des traditions d'un autre temps. Donc, on est vraiment dans la peinture d'une traditionnelle opposition entre un nord de l'Italie qui serait très vite industrialisé et le sud de l'Italie, le Mezzogiorno, qui en profiterait beaucoup moins et beaucoup moins vite. Et là, ça rappelle vraiment ce qu'analysait l'historien italien Guido Creins, qui dit bien que l'impact du miracle économique fut très tardif dans l'Italie du Sud et dut se confronter à des structures et des institutions et tout un système normatif en fait qui était relativement archaïque, donc ce qui explique aussi que ça a mis plus de temps que le miracle économique ait mis plus de temps finalement à parvenir à s'introduire dans l'Italie du Sud. Et on voit bien dans la série toute la difficulté pour la jeunesse des banlieues napolitaines à profiter de la modernisation européenne, alors que quand on voit l'héroïne Elena partir faire ses études supérieures dans une ville du Nord, Pise, là on voit qu'elle est confrontée à des jeunes qui, au contraire, sont déjà très bien, enfin qui profitent déjà très bien de ce miracle économique. Donc il y a une vraie dualité en fait entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord qui est bien montrée dans la série. Cette
cette mise en perspective entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, elle est aussi visible à travers, je l'ai dit tout à l'heure, la présence très forte de la mafia dans la série, la famille Solara qui fait sans cesse pression sur les différentes familles du quartier. C'est vraiment l'image de la Camorra qui est présente dans toute l'Italie, la mafia dans toute l'Italie du Sud et la Camorra dans toute la région napolitaine. Et on voit bien que dans le quartier, rien n'est possible sans l'accord des Solara. Et d'ailleurs, c'est un des faits contre lesquels Lila, une des héroïnes, va n'avoir de cesse de chercher à lutter. Donc là, on est aussi sur toute cette culture de l'Italie du Sud qui, malheureusement, souffre énormément de la pression de la mafia, et ce, déjà, bien sûr, dans les années 50. Et puis, il y a aussi le fait que la série, elle est tournée en fait en dialecte napolitain. Ça, je ne l'ai pas dit, il me semble, tout à l'heure. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez original parce qu'on se retrouve quand même avec une série qui a été diffusée aux États-Unis en dialecte napolitain, sous-titrée en anglais. Donc, c'est quand même un fait assez original pour être noté. Et du coup, même en Italie, la série était sous-titrée en italien, puisque évidemment, tous les Italiens ne parlent pas le dialecte napolitain. Donc, on a une série qui vraiment, encore une fois, a voulu être proche de la réalité. Donc, les personnages parlent le dialecte napolitain. Et là, on voit très bien le fait encore que l'Italie est loin d'être culturellement unifiée dans les années 50-60. Donc, on sait que les particularismes régionaux, c'est un élément très fort de la culture italienne. Mais dans le sud et dans les quartiers défavorisés des années 50, le fait de parler comme ça ce dialecte et de ne jamais parler l'italien à l'intérieur des familles, c'est quelque chose de très très fort. Et d'ailleurs, on voit bien que quand Lénou, une des héroïnes, donc, part faire ses études dans le secondaire, dans un autre quartier, puis à Pise pour ses études supérieures, et ben là, elle va se mettre à parler en italien. Et donc, on a vraiment cette idée que la langue n'est pas la même selon les personnes à qui on s'adresse et surtout selon le lieu dans lequel on se trouve. Donc la division Italie du Nord, Italie du Sud, elle est vraiment très présente dans la série et d'autant plus dans la deuxième saison quand Elena part faire ses études à Pise où elle se confronte aux membres d'une société beaucoup plus riche, la société de l'Italie du Nord, et qui ont d'ailleurs parfois tendance à la mépriser, en tout cas à la regarder comme une étrangère. Alors, juste pour finir sur le fait que le quartier des héroïnes apparaît vraiment longtemps à l'écart du miracle économique qui est connu par l'Italie de l'après-guerre, encore une fois, l'audiovisuel va renforcer cet aspect un peu archaïque de la vie telle qu'elle peut être, telle qu'elle peut l'être pour les habitants des banlieues napolitaines des années 50. Et en particulier, on voit bien dans les premiers épisodes le fait que les voitures sont extrêmement rares dans le quartier des héroïnes. On voit encore des charrettes à cheval, y compris pour transporter d'ailleurs les chaises des rempailleurs, qui sont un métier traditionnel de l'Italie du Sud et un métier qui va profondément souffrir de la modernité et du développement de la consommation de masse des années 50-60. Donc vraiment, la série veut montrer une période où Naples apparaît encore à l'écart du miracle économique. Et c'est d'autant plus fort à travers la peinture de ce quartier défavorisé dont on a l'impression qu'il fonctionne de manière close, en huis clos, et dont on a l'impression qu'il est très difficile de sortir, très difficile de franchir les frontières. Et finalement, des fois, on a l'impression vraiment d'observer une vie de village avec un quartier qui fonctionne avec ses propres commerces, ses propres normes, ses propres règles, à l'image de nombreux quartiers napolitains défavorisés des années 50 qui sont souvent gérés ou tout au moins étroitement surveillés par la mafia. Effectivement, dans la série, on le voit bien, comme on le voit dans les romans d'Elena Ferrante, et on voit bien ces inégalités hommes-femmes dans un pays d'Europe du Sud des années 50-60 qui sont encore très prégnantes. Alors, on est aussi dans le podcast en partenaire avec l'association Mnemosyne qui promeut le développement d'une histoire genrée. Alors, je voudrais vous poser cette question-là, Anna. Qu'est-ce qu'on peut dire sur L'Amie prodigieuse? Est-ce que, finalement, c'est une série féministe? Alors, selon moi, oui. C'est vraiment un point qui m'a intéressée profondément dans la série. Et d'ailleurs, je trouve encore une fois que c'est encore plus fort dans le format audiovisuel que dans le format livresque. On a vraiment une série qui dénonce profondément les inégalités hommes-femmes à travers justement les destins de ces deux héroïnes. Et ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, comme on a le point de vue justement
de deux héroïnes femmes. Hein. L'histoire, elle part quand même vraiment du regard de deux héroïnes femmes qui ont grandi dans les années 50-60, dans l'Italie du Sud des années 50-60. On a un regard, en fait, justement, qui montre bien à quel point les femmes de ces années-là, de ces décennies-là, peuvent souffrir de manière très violente de la condition à laquelle on les cantonne, en fait. Et notamment, on voit bien dans la série la violence physique que peuvent subir les femmes de l'Italie du Sud dans les années 50-60 de la part des hommes. Donc clairement, dans la série, le pouvoir des hommes, la structure paternaliste, qui est encore très forte en Italie du Sud dans les années 50-60, clairement, tout ça, c'est très, 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 très présent. Les deux héroïnes, elles doivent composer régulièrement avec leur père, mais aussi leur frère ou leur mari, qui refusent finalement de les laisser faire leur choix, qui veulent avoir la main sur tout ce qu'elles décident. Et par ailleurs, ces hommes n'hésitent pas à utiliser de la violence physique pour se faire entendre. Et cette violence physique, elle est particulièrement visible dans la deuxième saison quand Lila se marie avec Stefano, parce que finalement, à l'intérieur même du couple, on a des violences très fortes. Et dans la deuxième saison, les coups qui sont portés à Lila par son mari sont montrés et dénoncés de manière très claire par le scénario. Hein. On voit même les conséquences des coups sur le visage de Lila. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans la série et extrêmement visible. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et ce qui est aussi intéressant dans la série, c'est qu'elle montre bien le silence de l'entourage autour de ces violences physiques, voire la justification des coups qui sont portés au sein de la cellule conjugale, à partir du moment où on considère que la femme a remis en cause le pouvoir de décision de son mari. Et de fait, ça apparaît extrêmement violent de mettre en perspective justement cette violence physique et la justification de celle-ci, qui malheureusement était le lot d'un grand nombre de familles dans l'Italie du Sud des années 50-60. La série, elle dénonce aussi les violences sexuelles qui peuvent être portées aux femmes, à travers notamment une agression qui est subie par Elena, encore adolescente, de la part d'un père du quartier dans la deuxième saison. Et donc, il y a vraiment la dénonciation d'une violence physique qui est très forte et très bien dépeinte, parce qu'en fait, elle est toujours montrée comme inhérente en fait aux traditions du quartier. On voit que c'est quelque chose qui malheureusement semble accepté par une grande partie de la société de l'époque, et c'est d'autant plus fort et d'autant plus violent en fait à regarder. Le poids de la cellule familiale, il apparaît d'ailleurs très lourd en fait concernant le destin des deux jeunes napolitaines qu'on suit tout au long de la série. Comme en témoignent les différentes difficultés que connaissent Lila et Lénou pour faire face aux obstacles que posent sur leur chemin leur mari, leur frère, leur père, etc. Alors par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages de la série, donc Lila et Lénou, finalement, à leur manière, même si elles ne s'engagent pas dans les deux premières saisons, absolument pas de manière politique, c'est absolument pas leur souci dans les deux premières saisons, à leur manière, elles vont lutter dès l'enfance contre leurs conditions féminines dans les fêtes. Et finalement, à leur manière, elles vont contourner, en fait, elles vont n'avoir de cesse de contourner cette organisation patriarcale sur laquelle repose la société de l'Italie du Sud des années 50-60. Donc, il faut savoir quand même qu'en Italie, bon, en France, c'était déjà tardif, mais en Italie, ce n'est qu'en 1975 que le droit à la famille a été réformé, établissant enfin l'égalité entre les époux et mettant fin à la suprématie des maris sur leurs femmes. Donc, jusqu'en 75, quand même, hein, on a cette idée que les maris auraient encore tout pouvoir de décision, tout pouvoir financier, tout pouvoir économique sur leurs femmes. Et finalement, dans la série, on voit bien les problèmes qui sont rencontrés par les Italiennes des années 50-60 pour pouvoir s'émanciper et s'autonomiser, y compris simplement dans le choix de leur manière de vivre. Et on retrouve bien là dans la série l'idée que dans les années 50, mine de rien, se constituerait une nouvelle manière d'être femme en Italie, une nouvelle manière d'être femme qu'on a pu voir dans les films italiens de l'époque, chez Comencini, chez Dino Risi, chez Pietrangeli,
cette idée que dans les années 50, il y a des jeunes filles italiennes qui petit à petit vont chercher à revendiquer un rôle social nouveau et se battre pour une forme d'émancipation. Donc en fait, ce qu'on voit bien à travers les héroïnes, comme dans ces films, comme dans ces comédies italiennes des années 50-60, ce qu'on voit bien, c'est que dans l'Italie des années 50-60, on va avoir des jeunes filles qui vont chercher à se libérer des rôles traditionnels, mais néanmoins, ce qu'on voit bien dans ces comédies et ce qu'on revoit très bien dans la série, c'est que pour se libérer des rôles traditionnels, les femmes vont rarement se confronter directement aux hommes, mais elles vont chercher à se projeter dans d'autres dimensions sociales sans violer les normes traditionnelles de la moralité italienne et en particulier de la moralité telle qu'elle peut être perçue par l'Église catholique dans l'Italie du Sud. Donc on ne le voit pas encore dans la deuxième saison, mais dans le troisième tome du roman, qu'on peut imaginer bientôt adapté donc pour l'audiovisuel. Lénou deviendra, finalement, va devenir plus clairement féministe dans ses propos. Et j'avais notamment envie de citer cet extrait du roman du troisième tome du roman qui montre bien la volonté d'Elena Ferrante de dénoncer encore une fois ces inégalités hommes-femmes à travers son récit. Donc je cite, à un moment du troisième tome du roman, elle dit qu'une société qui trouve naturel d'étouffer autant d'énergie intellectuelle féminine avec les tâches domestiques et l'éducation des enfants est sa propre ennemie et ne s'en aperçoit même pas. Et finalement, même si cette phrase très explicite, elle n'apparaît que dans le troisième tome, dès les premiers tomes du roman et dès les premières saisons de la série, on voit bien cette dénonciation permanente du fait que les femmes et les jeunes filles seraient enfermées dès leur plus jeune âge dans leur rôle de mère ou de future mère qui leur sont dévolus. Et cet enfermement dans des rôles de mère ou de future mère, il est particulièrement visible dans la série à travers les personnages des mères des héroïnes et de leurs amies d'enfance qui, elles, semblent régulièrement se résoudre à leurs conditions féminines telles qu'on la leur impose. Et il y a un personnage qui est assez intéressant pour ça, je trouve, c'est la mère d'Elena, justement, qu'on voit quand même assez régulièrement, notamment dans la deuxième saison, on va la voir à plusieurs reprises. Et la mère d'Elena, il faut savoir qu'elle n'est jamais sortie de son quartier avant qu'Elena n'aille faire ses études à Pise. Et finalement, elle va aller la voir un jour où Elena va être malade. Donc, elle va aller la voir à Pise. Et à travers ce personnage qui sort enfin de son quartier après des décennies enfermé donc au sein de cette banlieue napolitaine, on a vraiment le symbole de cet enfermement que peuvent connaître une grande partie des femmes de l'Italie du Sud dans des traditions culturelles et sociales qui les cantonnent finalement à l'enfantement et à la gestion des tâches domestiques sans aucun pouvoir décisionnaire sur l'avenir d'ailleurs de leurs enfants. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, quand Elena finalement se tourne vers les études secondaires puis les études supérieures, c'est parce que son père l'a décidé, l'a accepté, et c'est vraiment la décision du père qui va être essentielle dans son avenir. Et Lila, qui au contraire ne va pas pouvoir faire d'études, alors qu'a priori elle a un très bon niveau scolaire dans le primaire, c'est son père, en fait, c'est le père de Lila qui va s'opposer au fait qu'elle fasse des études et qui va mettre fin aux études de sa fille. Donc on est vraiment, encore une fois, dans un enfermement dans des traditions qui sont extrêmement paternalistes. Et ce qui est intéressant dans le personnage d'Elena, c'est que même si dans les 2 premières saisons, donc encore une fois, elle n'a aucun discours proprement féministe, finalement, elle apparaît comme une sorte de transfuge. Elle s'accomplit au fur et à mesure de ses études, puisque donc elle va entrer dans le secondaire puis dans le supérieur. Et dans la deuxième saison en particulier de la série, on voit bien qu'elle va se heurter, au poids de son origine sociale et au poids de l'identité sociale et culturelle dont elle a hérité. Et elle va mesurer à quel point, justement, elle doit contourner les obstacles qui sont posés par sa condition d'origine, celle d'une femme d'un quartier très populaire de la Naples des années 50-60. Et en particulier, il y a un moment qui est assez intéressant dans la deuxième saison, c'est quand Elena, qui donc s'est lancée dans les études supérieures à l'école normale supérieure de Pise, qui est vraiment une des écoles les plus réputées de l'Italie du Nord. Donc elle a vraiment
elle s'est vraiment extirpée de son quartier de manière extrêmement claire. Elle s'est émancipée de ce quartier de manière très claire. Et elle va en fait encore à Pise, elle va se heurter au poids de son origine, au poids de son identité sociale et culturelle, à travers le personnage d'un professeur qui finalement lui demande de revoir ses ambitions professionnelles à la baisse. Elle s'imagine très bien continuer dans le supérieur et enseigner dans le supérieur. Et ce professeur de l'école normale de Pise lui conseille de plutôt devenir enseignante dans le primaire, que ça lui conviendrait mieux. Et là, il y a une violence très forte, une violence sociale très forte en fait qui apparaît dans la série, puisqu'on voit que en fait on ramène Elena à ses origines, à son identité en fait, à son identité de femme d'un quartier populaire. Et on la ramène à cette idée que finalement, il ne faudrait pas non plus qu'elle espère une ascension sociale trop élevée et une émancipation trop forte. Et parallèlement à l'évolution d'Elena, qui, j'y reviendrai tout à l'heure, va vraiment réussir à travers les études, on a l'évolution de Lila, donc son amie, qui va avoir beaucoup plus de mal à s'émanciper de son quartier, parce qu'elle va se marier avec un jeune homme du quartier, donc finalement, elle est quand même sans cesse renvoyée à son origine par son cercle social qui demeure celui du quartier. Mais malgré cet enfermement dans un cercle social relativement limité, on voit qu'elle va aussi essayer de contourner régulièrement ce qu'on essaye de lui imposer en tant que femme. Notamment à travers le fait, déjà à travers son mariage, parce que son mariage avec quelqu'un de plus riche, ça va lui permettre d'accéder quand même à une autre condition sociale. Donc elle va quand même d'une certaine manière parvenir à s'émanciper économiquement à travers ce mariage dans un premier temps. Et puis, en fait, elle va vraiment apparaître comme un personnage très moderne à la fin de la deuxième saison, parce qu'en fait, elle va quitter son mari. Et elle va devenir ouvrière dans une usine pour gagner sa vie. Et ça fait vraiment, ce personnage, il fait vraiment complètement voler en éclats la norme traditionnelle italienne concernant le rôle des femmes, et qui est d'autant plus forte en Italie du Sud, où encore une fois, le poids de l'Église catholique est très, 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 très important. Et pour finir sur la question de l'émancipation féminine dans la série, qui est très forte et très, très bien dépeinte, ce qui me semble vraiment intéressant dans la série comme dans le roman d'ailleurs, c'est de voir que finalement c'est vraiment l'école qui va permettre à ces deux femmes italiennes de s'émanciper. Le rôle de l'école, il apparaît central dans le scénario. Donc l'héroïne Elena Greco, qui raconte son amitié pour Lila. Elle montre bien que en fait, c'est leur rivalité à l'école déjà qui est à l'origine de leur amitié. Et c'est aussi cette école qui va finalement apparaître essentielle dans le destin de chacune d'entre elles. Finalement, ce qui fait la différence dans le destin, entre les deux destins de chacune des deux héroïnes, c'est que alors que l'une d'entre elles va accéder aux études secondaires et supérieures, l'autre ne va pas pouvoir y accéder, va s'arrêter au niveau du certificat d'études. Et de fait, Elena, qui accède aux études, va accéder à un autre monde social et culturel, tandis que Lila va, encore une fois, se retrouver essentiellement cantonnée à son quartier d'origine, en tout cas jusqu'à la fin de la deuxième saison. Donc finalement, l'émancipation par l'école d'Elena, ça apparaît vraiment comme un symbole à une époque où on a moins de la moitié de la population des Italiens qui obtient la lauréat, c'est l'équivalent d'une licence, et où cette lauréat, elle est essentiellement obtenue par des hommes. Donc vraiment, l'émancipation d'Elena, c'est un symbole de l'émancipation féminine, et à travers ça, la série, elle porte un message, un discours qui est clairement féministe et qui est clairement favorable à une émancipation des femmes par rapport à leur condition d'origine. Bon. On voit quand même toutes les limites qui sont posées à cette émancipation féminine tout au long des deux premières saisons de la série, puisque les héroïnes ne peuvent jamais clairement exprimer leur volonté d'émancipation. Non, elles vont vraiment, encore une fois, contourner la structure paternaliste dans laquelle elles ont été élevées pour décider de leur propre choix. Et donc vraiment, selon moi, on a vraiment une série qui va apporter un discours extrêmement féministe et un regard sur l'histoire du genre qui est assez intéressant.
Alors, autre thématique, Anna, qu'on voit très très bien dans cette série, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure dans la présentation des personnages, c'est la naissance d'une certaine culture politique dans la jeunesse italienne des années 60. Alors, c'est un moment très important historiquement et politiquement, puisqu'on est dans une période qui va précéder des années très dures, d'ailleurs en Italie, comme dans certains autres pays européens, c'est-à-dire les années de plomb. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette mise en perspective, cette politisation de la jeunesse à travers la série L'Amie prodigieuse? Oui, alors ce qui est assez intéressant justement à travers ces deux personnages d'Elena et Lila qui grandissent donc au cours des années 50-60, c'est déjà de voir à quel point on a une jeunesse qui va chercher à se différencier en Europe et donc en Italie de ses anciens à travers l'affirmation d'une culture qu'on a pu appeler 60s en France, par exemple, et qui cherchait vraiment à prendre ses distances par rapport à la culture traditionnelle des générations des parents et des grands-parents. Et ça, c'est très visible dans la série, le fait que la jeunesse cherche à se différencier de ses anciens. Et la chef costumière de la série insiste bien, d'ailleurs, dans des entretiens sur l'inspiration qu'elle a eue des films italien des années 50-60 de Visconti, par exemple, pour montrer, en fait cette nouvelle culture jeune qui peut apparaître. Et elle dit aussi s'être beaucoup inspirée de vieux albums de famille napolitaine où on voit bien l'évolution notamment des vêtements de la jeunesse qui cherche de plus en plus à se différencier donc des générations précédentes. Donc dans la série, et ce qui est vraiment intéressant à travers le format audiovisuel, on a bien toute cette évolution que va connaître la jeunesse de l'époque dans sa vie quotidienne. On a l'apparition du téléphone, notamment du téléphone à pièces au café. On a l'apparition de nouvelles coiffures. On a l'impression de nouveaux modes de consommation. Et finalement, à travers cette émancipation culturelle, cette nouvelle culture jeune qu'on voit petit à petit apparaître dans la série, on voit aussi ce nouvel engagement dont vous parliez, ce nouvel engagement économique, ce nouvel engagement politique, dans lequel que vont connaître en fait une partie, que vont connaître une partie des jeunes Italiens des années 60 notamment. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est notamment de voir que dans l'Italie du Sud, cet engagement politique de la jeunesse, qui est un fait assez nouveau, va d'abord se poser en confrontation, en fait, face au poids des anciens, au poids de la tradition et au poids de l'Église catholique. Et c'est notamment à travers cette prise de distance des jeunes héros de la série face à l'Église catholique qu'on observe leurs premiers engagements politiques. C'est comme ça qu'ils cherchent d'abord à se différencier de la génération de leurs anciens, à affirmer leur indépendance, leur émancipation sociale, culturelle et politique vis-à-vis de leur cellule familiale. Et il y a un moment qui est vraiment intéressant dans la série, c'est un épisode où Elena, qui est vraiment une très bonne élève, très discrète et qui obéit très bien aux règles de l'école, va se distinguer de manière complètement inattendue, alors qu'un prêtre leur enseigne la religion donc au sein du lycée. Elle va montrer son détachement très clair vis-à-vis de cette religion. Et finalement, ce moment dans la série, c'est le premier engagement politique d'Elena, c'est le premier moment où elle va se confronter à la tradition et c'est le premier moment où elle va discuter de politique avec un autre personnage de la série qui s'appelle donc Nino Sarratore, qui lui est sorti du quartier et qui va l'amener à lire différents ouvrages et articles qui vont l'amener ensuite à s'engager dans ce qu'on imagine être l'extrême gauche italienne, même si c'est jamais clairement exprimé dans la série. Et donc, on voit bien, en fait, dans la série, l'amorce du mouvement étudiant des années 67-68 en Europe et en Italie. Et pour ça, le personnage de Nino Sarratore, il est vraiment central, parce que lui, dès le secondaire, dès ses études secondaires, va commencer à écrire des articles dans des journaux qu'on suppose d'extrême gauche, en remettant en cause la démocratie chrétienne qui est au pouvoir. Alors ça, encore une fois, il ne le dit pas explicitement, mais c'est sous-entendu, en remettant en cause le poids de l'Église catholique en Italie.
Et ce qui est intéressant dans ce personnage de Nino, qui est le premier personnage dans la série à s'engager politiquement et à montrer son engagement politique, c'est de voir qu'il a été initié à cette politique par quelqu'un d'extérieur au quartier, la fille d'une de ses enseignantes du secondaire. Et finalement, on a l'impression que le quartier dans lequel on grandit, Elena et Lila, est relativement apolitisé. Et c'est en sortant de cet espace que les jeunes du quartier vont découvrir leurs premiers engagements politiques. Et finalement, c'est en sortant du quartier qu'Elena commence à formuler en fait une forme de dénonciation politique des inégalités sociales dont peuvent souffrir les habitants de son quartier. L'engagement politique des personnages de la série, il est aussi visible à travers un personnage secondaire qui s'appelle Pasquale, que j'ai évoqué au tout début de l'épisode, qui est un personnage donc, qui est maçon et qui, lui, va avoir un engagement totalement différent de celui de Nino. Nino, c'est vraiment l'intellectuel qui va essentiellement donc montrer son engagement à travers l'écriture d'articles, à travers la théorie notamment. Hein, il revient régulièrement avec ces théories qu'on suppose marxistes, même si c'est rarement clairement exprimé. Le personnage de Pasquale, lui, il va avoir un engagement politique différent. Au départ, il semble beaucoup plus inscrit dans un parti politique qu'on suppose être le Parti communiste italien, le PCI. Il conteste énormément le pouvoir de la démocratie chrétienne en place et il apparaît donc très proche de ce parti. Et petit à petit, on voit à la fin de la deuxième saison qu'il commence à être tenté par la violence et par la lutte armée. Et à travers ce personnage, finalement, même si dans la deuxième saison, c'était vraiment que le tout début de cette tentation de la violence, on a les prémices, bien sûr, de ce qui va être le terrorisme des années de plomb en Italie et des brigades rouges. Mais donc, à la fin de la deuxième saison, on est vraiment au tout début de cette tentation de la violence de la part du personnage. Alors, juste pour finir, en fait, sur cette peinture de l'histoire politique de l'Italie, mais aussi de l'histoire culturelle et sociale de l'Italie des années 50-60 à travers la série. Ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est de voir finalement qu'on montre l'Italie à travers le regard de personnages, d'individus. Et je trouve qu'on a plutôt une micro-histoire de l'Italie, mais qui se fait parfois au détriment de l'histoire nationale. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre politique national, il est quasiment absent de la série. Et c'est vrai que pour des spectateurs non italiens ou extra-européens qui connaîtraient pas nécessairement l'histoire de l'Italie, c'est pas toujours aisé de replacer les intrigues romanesques des deux héroïnes dans le contexte historique et général de l'Italie des années 50-60. Donc, contrairement à des séries historiques, d'autres séries historiques comme Un village français ou 1992 dont j'avais parlé lors de ma dernière intervention dans votre podcast, où là, clairement, on intègre des intrigues interpersonnelles dans un contexte historique général clair et explicité. Dans L'Amie prodigieuse, tout n'est que sous-entendu et c'est vrai que c'est parfois difficile si on n'a pas connaissance du contexte général politique de l'Italie des années 50-60 de relier les personnages à ce contexte justement. En revanche, moi, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est justement que la série, elle apporte un point de vue, donc encore une fois, qui s'inscrirait selon moi dans une forme de micro-histoire, justement ce courant historiographique qui était d'ailleurs apparu en Italie au milieu des années 70 et dont un des principaux initiateurs était l'historien italien Carlo Ginzburg. Et en effet, vraiment, je trouve qu'à travers la série, on décrit bien une histoire culturelle et sociale des Italiens du Sud des années 50-60. On est beaucoup plus dans la description que dans l'analyse, ça c'est très clair. Comme le montre le traitement de la politique que je viens d'évoquer, cette politique, elle est vraiment évoquée en second plan de la série seulement, et avec des trajectoires de personnages dont on perçoit l'engagement, dont on se doute que cet engagement est à gauche ou à l'extrême gauche, mais dont les partis et les idées sont rarement clairement explicitement cités. Donc finalement, en fait, on observe ici le destin de personnages qui pourraient être des individus italiens lambda, qui mettent en avant les caractéristiques du monde dans lesquels vivaient ces Napolitains des années 50-60, mais on présente vraiment une Italie à petite échelle, celle d'un quartier napolitain,
celle des relations sociales, des stratégies individuelles et collectives qui existent dans ce quartier ou entre ce quartier et d'autres espaces. Et c'est à travers ça qu'on va un peu mieux comprendre la culture de l'Italie du Sud, les cultures italiennes en général, les traditions et les systèmes normatifs très forts qui constituent l'environnement social dans lequel évoluent les deux héroïnes. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette forme de micro-histoire, c'est de voir que les personnages d'Elena et Lila, en se concentrant sur leurs personnages, finalement, on a l'idée qu'il est possible en tant qu'individu de lutter contre un certain déterminisme social. Et je trouve finalement, même s'il y a plein d'obstacles que connaissent les héroïnes, il y a toujours un petit fond d'espoir qui peut quand même, qui est assez intéressant, je trouve, dans la série. Donc même si on peut regretter l'impasse sur le contexte historique général dans lequel sont censés évoluer les personnages, puisqu'encore une fois, tout n'est que sous-entendu. D'ailleurs, ça concerne aussi le nom du quartier, le nom de la Camorra, le nom des partis politiques que j'ai déjà dit, etc. Donc même s'il y a une vraie impasse sur le contexte général, je trouve que la série, et notamment le format audiovisuel, ça apporte une ampleur inédite et assez majestueuse d'ailleurs à cette histoire culturelle et sociale de l'Italie du Sud des années 50-60. Clairement, le budget important qui a été mis en œuvre dans la série, les choix de décoration, les choix de costumes qui sont très pointus, très détaillés, ça apporte une précision des choix qui sont faits sur la réalité culturelle de l'Italie des années 50-60, jusque dans les moindres détails, qui est vraiment très, très intéressante. Et donc, de mon point de vue, c'est vraiment une série qui apporte énormément par rapport au roman, qui, je dois dire, m'avait un peu lassée par moments, donc avec la redondance de ses intrigues personnelles et amoureuses. Là, on a vraiment la peinture très belle en plus d'un contexte culturel et social qui est extrêmement, extrêmement intéressante, jusqu'encore dans les moindres détails. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est que la série, justement, je pense, pour ne pas s'attirer de critiques et probablement pour plaire à l'écrivaine Elena Ferrante, cherche vraiment à coller énormément au roman, ce qui ralentit parfois son rythme. Notamment, il y a une voix off qui me semble vraiment en trop dans la série et qui parfois est un peu désagréable. Parce qu'en fait, elle fait que expliciter des situations ou des symboles qu'on voit déjà à travers l'image et les sons. Donc, c'est parfois un peu en trop. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des intrigues qu'on aurait peut-être pu mettre de côté. Mais vraiment, le fait de raconter l'Italie à travers donc, cette histoire de deux héroïnes, déjà, c'est très intéressant parce qu'on a une histoire de femmes et ça, c'est quand même vraiment très rare. Et puis, le soin qui est apporté, encore une fois, aux images, aux sons, aux décors, aux costumes, aux différents objets, ça apporte des éléments de l'histoire culturelle qui étaient vraiment peu perceptibles dans les romans d'Elena Ferrante. Donc, cet aspect documentaire, ça apporte une émotion d'autant plus forte, je trouve, et notamment concernant la violence des situations qui sont vécues par les héroïnes, qui est montrée de manière très forte, très réaliste, sans jamais tomber dans une dénonciation qui serait ostensible ou manichéenne. Donc vraiment, je trouve que c'est extrêmement intéressant de ce point de vue. Oui, effectivement, Anna, c'est vrai que vous êtes aussi là, vous les intervenants et intervenantes d'Histoire en série, pour donner ce contexte, pour l'expliciter, pour peut-être aussi donner des clés de lecture des séries que l'on analyse. Et donc, c'est vrai qu'on a créé ce podcast en grande partie pour ça, pour peut-être essayer de décoder ce qu'il y a derrière à la fois l'écriture scénaristique de la série, mais aussi l'histoire ou la géographie d'un pays tel qu'il peut être montré. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est pas toujours facile de se retrouver à la fois, parfois peut-être dans cette géographie italienne, vous l'avez dit, à deux vitesses, où parfois le Mezzogiorno n'avance pas au même rythme que le Nord. C'est peut-être pas aussi facile de se retrouver dans cette vie politique de cette Italie pré-année de plomb. Donc là, vos explications, j'espère, auront aidé les auditeurs à contextualiser cette excellente série qui respecte, c'est vrai, très bien le roman, et c'est aussi bien de le souligner, même si, vous l'avez dit, il peut y avoir
avoir à cause de ça certaines lenteurs parce que on n'écrit pas un roman comme on écrit une série. Et c'est vrai que des fois, on a tendance, quand on regarde L'Amie prodigieuse, à se dire l'écriture audiovisuelle suffirait pour faire comprendre au spectateur un certain nombre de choses. Anna, en tout cas, vous avez donné, comme toujours, une petite bibliographie explicative sur l'Italie, sur aussi vos recherches qui permettront aux gens peut-être de mieux vous connaître sur notre site, donc histoireensérie.com, où il y a les liens vers les anciennes émissions, vers les résumés de toutes les émissions. Et puis, comme toujours, notre émission est annoncée sur notre partenaire nonfiction.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Anna, pour cette excellente émission et à vous dire à bientôt, peut-être pour une autre série italienne. Oui, je vous remercie beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.